Donc nous entendons une musique slave composée par Howard Shore pour David Cronenberg. David Cronenberg, la violence qui est enfouie en chacun de nous est son sujet de prédilection. Souvenez-vous, en 2005, il nous racontait dans History of Violence comment un honnête père de famille peut cacher un tueur impitoyable. Pour Les Promesses de l'ombre, Cronenberg retrouve Viggo Mortensen et le place cette fois au service de la mafia russe à Londres. Tout commence avec la mort d'une jeune parturiente et l'enquête que mène à ce sujet la sage-femme, interprétée par Naomi Watts. Munie du journal de la défunte, elle pénètre sans le savoir dans un milieu très dangereux et un simple chauffeur, Viggo en l'occurrence, va essayer de la protéger contre le cruel Vincent Cassel qui a pris, c'est assez dur à faire, l'accent russe en anglais. C'est un bel argument pour un film noir classique, mais Les Promesses de l'ombre est-il un film noir classique? Jean-Marc Lalanne, je vous pose la question. Et arrêtez de vous tirer la barbe, ça me donne envie. Je vais vous y répondre, je dirais oui et non, tout simplement. Oui, parce que depuis deux films, depuis History of Violence, le cinéma de Cronenberg a pris un tour plus délibérément commercial. Il y a vraiment un souci chez lui de s'adresser à un plus grand nombre. Il faut dire qu'avec Spider, son cinéma atteignait vraiment une zone quasiment d'asphyxie. Là, c'est à la fois un cinéma plus narratif, qu'on peut croire plus conventionnel, mais qui en même temps reste très personnel, puisque dans les deux films, il y a tout un jeu de décalage, ironie, distanciation, qui fait que malgré tout, ça reste complètement du cinéma d'auteur, avec un point de vue extrêmement acéré sur ce matériau qui peut sembler conventionnel. Et les deux films font vraiment un diptyque. History of Violence, c'était vraiment les États-Unis aujourd'hui vus par Cronenberg. Et là, c'est une sorte de pendant européen dans un Londres qui ressemble quasiment au quart-monde par moment. Et c'est vraiment une espèce de vision de l'Europe apocalyptique qui est assez saisissante, qui fait que dans les deux derniers films de Cronenberg, on peut aussi parler d'une vision politique du monde, peut-être plus affirmée qu'elle ne l'a jamais été dans son cinéma. Alors la scène qu'on voit là, c'est après que le monsieur allongé a été égorgé, on l'a mis dans un congélateur et pour pouvoir éliminer tout ce qui pourrait l'identifier, Viggo Mortensen, qui est un tueur comme ça très très professionnel, va d'abord le réchauffer avec un séchoir avant de lui couper les ongles et les doigts. Donc ça c'est dans la veine comédie qui apparaît aussi avec History of Violence de Cronenberg, quelque chose qui serait une sorte de prolongement du cinéma de Tarantino. Et Mortensen est assez parfait dans ce rôle de brute patibulaire, légèrement distancié. Et je pense que l'arrivée de Viggo Mortensen dans le cinéma de Cronenberg marque vraiment un tour. On a vraiment le sentiment qu'après avoir travaillé par toute forme de corps, après avoir cherché tous les possibles du corps humain et non humain, tout d'un coup il a trouvé le bon corps avec Mortensen. Un corps à la fois héroïque qui lui permet de faire ce cinéma de genre plus classique, plus grand public, et en même temps un corps extrêmement docile avec lequel il peut tout expérimenter. Il y a un truc vraiment très très fort qui se passe à Neu. C'est que Cronenberg à la fois a trouvé une star qui lui permet d'élargir son public et en même temps un homme très cultivé, puisque Mortensen est aussi un intellectuel et qui doit admirer Cronenberg et qui accepte d'aller très très loin. Et de certaine manière, on peut dire que ce rapport entre Cronenberg et Mortensen est mis en scène dans le film, notamment dans cette scène. Assez fascinant, tout le Vincent Cassel qui joue encore une fois le rôle d'un fils de famille dégénéré, un peu comme il l'a interprété déjà dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, mais dans un versant plus bouffon, plus shakespearien, va là demander à Mortensen de baiser devant lui une des esclaves sexuelles qui sont dans ce bordel londonien. Et tout l'enjeu du film, c'est aussi un peu ça, c'est-à-dire que Cronenberg ne cesse de placer l'obstacle de ce qu'il demande à Mortensen un peu plus haut, jusqu'à une scène absolument hallucinante de combat où l'acteur est totalement à poil. Extraordinaire. Et qui est vraiment un morceau de bravoure stupéfiant. Et un des attraits majeurs du film, c'est cette espèce de complicité un peu fusionnelle qu'il y a entre un cerveau et un corps qui se sont parfaitement reconnus et qui, ensemble, vont vraiment très très loin. Что, блин, на тебя нашло? Now you're going to fuck, Starik. Calm down, Kirill. I am recommending you to my father. I have to be sure that you ain't no fucking queer. Хорош бухать, Кирилл. Как это хорош? Сибирский бык. You don't tell a whore what is enough. Ce que je trouve hyper intéressant dans les deux derniers films, c'est vrai qu'on a tendance à les coupler un peu, History of Violence et Les Promesses de l'ombre,
Je trouve que les mutations, la faille, vraiment la mutation du corps chez Cronenberg, qui avant était ultra évidente et visible, hein, c'était quelque chose de vraiment physique, devient d'un coup quelque chose de beaucoup plus caché. Il faut se mettre à nu, hein, pour voir ce qui a été transformé dans le corps, quelque chose qui avant était vraiment, voilà, pensons à la mouche ou je sais pas, à Crash. Là vraiment il faut se mettre à nu, donc la scène la bagarre dans le hammam. La bagarre dans le hammam, et là on découvre ce corps effectivement en pleine mutation, hein, qui est devenu une espèce de livre géant sur lequel on peut lire non seulement l'histoire d'un homme, mais presque l'histoire d'un pays, d'une connexion, d'une mafia, etc. C'est comme un livre, une page d'histoire. Et d'un coup, il instille encore mieux son venin dans cette société, c'est-à-dire qu'on a une société à l'apparence complètement normale et dans laquelle, en fait, petit à petit, en découvrant, en enlevant des couches, on découvre vraiment ce qui est malsain, ce qui ne va pas, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant, quoi. C'est terriblement tendu et il y a des moments de lyrisme incroyables dans le film. Yannick, la scène de baston dans le hammam, on peut dire que c'est la meilleure de l'année. Elle est monstrueuse. Moi, j'ai juste envie de faire un peu le lien entre ce que tout le monde dit, en fait, et rebondir un peu sur ce que disait Jean-Marc. Cette idée, donc, Cronenberg, qui alors se met à faire des films commerciaux, ou se met à faire des films peut-être plus politiques, je sais pas. Cronenberg, c'est ce qu'il faisait avant. Enfin, je veux dire, la question de l'identité, elle est très vraie, la question du corps, la question politique, tout ça, c'est très vrai, mais tout était extrêmement imbriqué dès le départ. Moi, là, ce qui m'emmerde plus sur les promesses de l'ombre, c'est que moi, je suis assez content de ce que fait Cronenberg depuis ces 2 derniers films, parce que j'ai l'impression de retrouver le Cronenberg que j'aimais avant. Après, pour moi, c'est Purge imbitable, qui était Spider et Existence. Et donc, justement, retravailler les codes du genre, il y a cette particularité que moi, j'avais pas spécialement vue dans les précédents Cronenberg, qui était justement cette confrontation de 2 mondes. Alors, dit d'un monde normalisé entre guillemets, et cette antichambre du système qui est l'univers criminel. Et ce qui m'emmerde, c'est que dans ce film-là, j'ai l'impression que le type pose des bouts de thématiques, mais qui va jamais jusqu'au bout. Je me suis dit, il y a des scènes incroyables. Scène Valou, il y a des scènes magnifiques. Pourtant, qu'est-ce qu'il veut raconter fondamentalement? Alors film de gangster. Il y en a beaucoup en ce moment. On en a juste après. On a celui de Ridley Scott juste après. Bien mieux que cela, mais tu vois ce que je veux dire, il y a le James Gray qui va sortir. Sont très justes. Mais non, mais parce que dans History of Violence, c'était beaucoup plus évident le fait qu'il y avait vraiment la désagrégation du fantasme de la famille publicitaire américaine, dans laquelle vraiment on met un engrenage qui casse tout. Là, je trouve que c'est plus subtil, mais ça reste quand même ça, parce que la famille du côté de Naomi Watts, c'est clairement un truc publicitaire. Elle est sage-femme, elle est blonde, elle est jolie. C'est une famille remplie d'amour, de bons sentiments, de principes de vie, etc. Je veux dire, je veux pas dire comment ça se termine, mais il y a quand même un bout de la faille qui rentre dans cette famille. Enfin, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'il y a, je trouve pas c'est ça finement perméable. fait. Je trouve pas ça très fin, quoi. Je trouve ça pas subtil pour le coup. Je trouve ça très fin parce que j'ai aimé Naomi Watts dans le film, comme je l'aime souvent. Peut-être que je suis un spectateur balourd, mais moi j'aime les personnes. J'aime les points d'ancrage. J'aime qu'on me permette de rentrer dans des choses qui paraissent très claires au début, et plus on avance dans le film, moins ça l'est. Et c'est ça que j'aime dans ce film. C'est-à-dire que c'est pas du tout une mise en scène voyante, y compris d'un point de vue policier. Franchement, là, quand même un peu aussi. Le restaurateur russe, au début, on a l'impression d'un bon gars, et en fait, c'est le parrain de la mafia russe à Londres. C'est un film qui joue sur les promesses. C'est-à-dire que c'est un film qui nous laisse espérer. Et l'air de rien, avec Naomi Watts, qui a l'air d'être au début un peu la nunuche, la sage-femme, elle accouche le bébé le soir de Noël. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça, hein, le début du film. Hein. On croit à une nouvelle crèche, etc. Et puis, elle va pouvoir, pourquoi pas l'adopter. Tout est possible. Et puis, on s'aperçoit que tout est beaucoup plus trouble. Et moi, j'aime cette manière de nous prendre, même si on espère ça quand on va voir Cronenberg. Mais cette promesse, elle est jusque dans le titre. Les promesses de l'ombre, quel beau titre. Et le film tient là-dessus. La musique de Howard Shore, on l'a vu, elle est aussi très envoûtante, très vénéneuse. Ce sont, comme vous dites, des personnages qui ont l'air normaux et qui, en fait, font des choses extrêmes. Ça devrait plaire à Xavier. Je m'aperçois que la théorisation du film est absolument passionnante, mais il faut revenir au film. Quand même qu'on vend comme un film de gangster, et là les gens vont être légèrement déçus quand même par un scénario qui, effectivement, je suis d'accord avec Yannick, on ne voit pas ce qui a intéressé Cronenberg, donc il en rajoute une double dose quand il s'agit d'y mettre cette obsession, mais sur l'ensemble, c'est quand même, je veux dire, d'une grande banalité, d'une grande simplification, c'est pas passionnant. Et moi j'ai cherché effectivement, alors les scènes sont magnifiques, les sujets affleurants, passionnants, il faudrait quand même vendre le film pour ce qu'il est, et malheureusement à ce niveau-là, il est très décevant. Je suis désolé, moi je trouve le scénario assez bancal, assez banal, bourré d'incohérences, je trouve ça quand même vraiment assez mineur.
pense que le film doit... Pourquoi chercher de la cohérence? Est-ce qu'il y avait de la cohérence dans Faux Semblant? On n'est pas le cinéma. Oui. Mais non, mais c'est vrai qu'on est censé regarder le film un peu sur le mode onirique. C'est vrai que ça fonctionne sur le mode du rêve, c'est clair. Mais comme on est dans une atmosphère onirique, après tout, les personnages peuvent changer et devenir bons, gentils ou méchants au gré du récit. Et c'est vrai que cet aspect-là est vraiment onirique. Ceci étant, il y a vraiment cette espèce de truc méandreux qui rappelle un peu les films que faisait Fritz Lang dans les polars de les polars d'espionnage de Fritz Lang tournés à Londres. Oui, bien sûr. Comme Chasse à l'homme ou Le Ministère de la Peur. Il y a vraiment cet aspect-là, cette espèce d'étrange déréalisation des choses. C'est très bizarre. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à être sûr de ce qu'il essaye de faire quand il fait justement les mœurs de cette mafia russe, les tatouages, la façon dont ils vivent, la façon dont ils l'intronisation de le rituel d'intronisation, les passations de pouvoir, etc. Tout ça, ça a l'air d'être. Ils ont l'air d'avoir fait des recherches énormes. Probablement, ça vient du scénario de Steve Knight, mais c'est pas sûr parce que Cronenberg en parle aussi lui-même. Entre ça, d'un côté, qui est très précis, et d'un autre côté cette espèce d'idée abstraite, ces personnages qui sont finalement complètement dans l'artifice. Jean-Marc, je voudrais que vous nous départagiez. Le film est magnifique, je pense que ça synthétise tout ce qui a été dit. D'accord, on n'a pas vraiment été entendu, hein. Jackpot, davai, carajo.